Bonjour à tous. Merci d'être venus à ce webinaire. Donc, bienvenue sur ce webinaire dédié aujourd'hui à la loi APR. On va essayer d'être les plus exhaustifs possible sur un sujet réglementaire qui fait couler beaucoup d'encre et puis je pense auquel plusieurs d'entre vous sont confrontés. Mais avant de démarrer la présentation, on va peut-être se représenter. Clémence, je peux te laisser te présenter en 2 minutes. Oui, donc bonjour à tous, c'est Clémence Bian, donc, je suis ingénieure au sein du bureau d'études d'Alterwatt et je suis la responsable de toutes les offres photovoltaïques et notamment tout ce qui touche de près ou de loin à la loi APR. Voilà. Et Gauthier Blanc, donc moi je suis responsable du développement commercial chez Alterwatt et je suis pas mal, j'interviens pas mal sur les sujets photovoltaïques et notamment la loi APR. Au sommaire donc, de ce webinaire, d'abord une petite présentation, mais très sommaire. Enfin, le but, c'est d'être très rapide sur la question de qui on est et quels sont un peu nos métiers dans la transition énergétique des bâtiments. On va faire un petit rappel sur le contexte du photovoltaïque en France. Derrière, un grand rappel réglementaire sur la loi APR, quels sont les cas d'assujettissement, quels sont les objectifs imposés par la loi APR, les possibles sanctions, et puis un rappel sur notamment les critères d'exonération qu'on peut activer dans le cadre d'un projet loi APR. Et enfin, on présentera, une fois ce cadre réglementaire posé, un cas d'accompagnement, un cas concret d'accompagnement d'un propriétaire multisite. Le but étant de vous donner de la visibilité sur comment on peut agir sur le sujet et quelles sont les solutions, en fait, les différentes solutions qui s'offrent à vous quand vous récupérez le sujet de l'OAPR et que vous partez de zéro. Voilà, tu peux passer, Clémence. Donc pour rappel, Alterwatt, c'est un bureau d'études en efficacité énergétique qui a été créé en 2020, juste avant le début de la crise du Covid. On accompagne des gestionnaires, propriétaires, occupants de bâtiments tertiaires et résidentiels collectifs dans la réduction de leur consommation énergétique et dans leur projet en fait, d'efficacité énergétique au sens large. Souvent, ça va passer par les sujets réglementaires, donc le décret BACS, la loi APR, le décret tertiaire, la loi d'adju et j'en passe. Donc voilà, le principal moteur, on va dire, de nos clients, c'est souvent le réglementaire. On est une 50aine de collaborateurs répartis dans toute la France, avec un maillage sur 3 agences, donc Paris, Rennes et Lyon. Paris étant le siège social et Rennes et Lyon, les 2 agences régionales un peu plus petites. Tu peux passer, Clémence ? Oui. Et oui, et ce qu'on peut juste rappeler quand même avant de passer, c'est qu'on accompagne tous les secteurs d'activité du tertiaire, à savoir beaucoup d'immobiliers d'entreprise, avec des foncières et des gestionnaires techniques, et également de l'enseignement dans lequel on est implanté historiquement. Donc on a fait un peu plus de 300 établissements scolaires privés dans toute la France qu'on a accompagnés dans le cadre du décret tertiaire. De la santé, on est très implanté dans la santé, notamment via des acteurs publics assez connus. Et après tout type d'actifs, donc du commerce, de l'hôtellerie, de la logistique, notamment sur la loi APR, commerce et logistique, ça va être les 2 types d'actifs, on va dire, qu'on retrouve le plus, qui ont le plus de problématiques liées à la loi APR. Donc voilà, on est assez polyvalent et on agit sur tous les types d'actifs que vous pourriez avoir dans le tertiaire. Et en termes de prestations, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus bien longtemps, mais l'idée c'est de dire que on est capable d'accompagner sur tous les sujets réglementaires que l'on peut retrouver, liés à l'énergie, que l'on peut retrouver dans un bâtiment tertiaire. Donc le décret tertiaire, bien évidemment, l'accompagnement à la déclaration, à la modulation des objectifs, ou alors à la création d'une stratégie à l'échelle d'un patrimoine. L'audit énergétique, évidemment, c'est notre cœur de métier, ça représente peut-être 40% de notre activité. On fait beaucoup d'audits. Le décret BACS, donc notamment via des audits BACS, donc dans la même veine que l'audit énergétique, on fait des audits spécialisés sur la mise en conformité des décrets BACS. On va regarder la régulation et les systèmes pour justement vous faire des préconisations liées au décret BACS et à l'installation d'une GTB. Les études de faisabilité pour le déploiement d'ENR, donc soit thermique comme la géothermie, la biomasse, la pompe à chaleur, ou alors le photovoltaïque, qu'on met vraiment dans une catégorie à part parce qu'on a un accompagnement dédié au photovoltaïque. Et en plus, il y a un sujet réglementaire qui vient, on va dire, séparer le reste des ENR
du photovoltaïque. Et enfin, on fait de l'accompagnement à la réalisation, donc soit en tant qu'AMO ou maîtrise d'œuvre, sur notamment les systèmes de CVC et le déploiement de GTB. Sur l'enveloppe, on ne va pas généralement intervenir, sauf dans le cadre d'une rénovation globale, pour aider nos clients à aller jusqu'au bout de leur projet. Donc le but, voilà, c'est vraiment d'être là sur tout le chemin, on va dire, de la transition énergétique et de ne pas s'arrêter seulement aux études comme certains de nos confrères peuvent le faire. Voilà. Et enfin, on fait de l'énergie management, notamment via une plateforme de supervision énergétique qu'on met à disposition à nos clients, soit pour faire du pilotage, soit pour déclarer automatiquement leur consommation d'énergie sur Opera annuellement, soit à terme pour faire du pilotage de GTB. Ça, c'est notre ambition pour cette plateforme. Donc voilà pour le contexte. Si vous avez des questions, bien évidemment, sur nos accompagnements, n'hésitez pas à revenir vers nous. Là, ce n'est pas le sujet du webinaire. Mais voilà, si vous voulez creuser d'une quelconque façon, surtout n'hésitez pas, ce sera un plaisir de prendre le temps d'en discuter avec vous. Maintenant, place au photovoltaïque et à la loi APR. Ouais, juste, Gauthier, il y a une petite question sur les C2E, je pense qu'on peut y répondre tout de suite, comme c'est pas... Oui. Oui, sur les C2E, oui, on peut accompagner à la réalisation de dossiers de subvention C2E ou à l'estimation des C2E sur certains travaux. Faudrait préciser la demande, mais oui, en effet, en tout cas, c'est des sujets qu'on maîtrise bien. Sachant que je ne l'ai pas précisé, mais on a aussi un pôle qui installe des GTB en région parisienne et également aux alentours de nos agences, à peu près 1 heure, 1 heure et demie de voiture de nos agences, donc, ce qui est un rayon finalement assez large. Et dans ce cadre-là, on est aussi capable de faire des dossiers de financement C2E pour nos clients. Donc, il faudrait voir quelle est la demande spécifique, mais a priori, oui, c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on y répondra sur le créneau dédié. Maintenant, je laisse la parole à Clémence. Ouais, donc pour le contexte du photovoltaïque, je vais passer assez rapidement étant donné que vous aurez le support ensuite et que ce n'est pas le sujet principal. L'intérêt, c'est de garder vraiment beaucoup de temps pour les questions et pour échanger sur notre accompagnement et sur les sujets vraiment de loi APR. Donc, je vais passer assez rapidement. Je vais juste laisser juste 2 petites secondes sur cette slide-là qui, pour moi, est assez représentative du contexte actuel du PV en France. C'est l'évolution des tarifs de vente totale et de vente du surplus par EDF, obligation d'achat, donc par le biais des guichets ouverts pour les installations photovoltaïques. Voilà, l'évolution de ces tarifs est à la baisse depuis quelques années maintenant. Et cette année, voilà, si on suit un peu les actualités, on se rend compte que voilà, le photovoltaïque n'est pas à son prime, entre guillemets. Le contexte n'est pas forcément très favorable au développement d'installations photovoltaïques, en tout cas en vente totale surtout. C'est pour ça que voilà, tout ce qui est autoconsommation individuelle, autoconsommation collective se développe de plus en plus et c'est des choses que nous, on étudie. Mais voilà, en tout cas, pour le contexte, le photovoltaïque n'est plus ce qu'il n'était il y a quelques années en France et on le ressent bien quand nous, on étudie un peu la faisabilité de nos installations. On n'a plus la même rentabilité qu'avant. Mais voilà, on trouve toujours des solutions et espérons que ça change d'ici quelques mois ou quelques années. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas forcément très idéal pour développer du photovoltaïque actuellement. Voilà. Ensuite, il y avait une petite partie sur le décret tertiaire que je vous laisserai dire tranquillement, mais c'était juste pour mentionner que voilà, l'autoconsommation avait un impact direct sur vos déclarations de décret tertiaire, comme c'est des consommations que vous ne déclarez pas sur le décret tertiaire et ça peut vous permettre d'atteindre plus facilement vos objectifs 2030 ou 2040, 2050 pour vos bâtiments en mettant du photovoltaïque. Donc voilà, je vous laisserai dire tout ça tranquillement ensuite. Voilà, maintenant on va passer un peu plus au vif du sujet, au sujet principal du webinaire, qui est la loi APR. Donc voilà, je vais vous faire un petit rappel des obligations, sachant que je pense que c'est un sujet que maintenant la plupart d'entre nous ont en tête et peut-être que ce sera une découverte pour vous, mais je ne pense pas. Voilà, je vais vous faire un rappel des grandes lignes de cette loi et ce que ça implique pour les propriétaires. Donc concrètement, cette loi, elle vise à accélérer la production d'énergie renouvelable en installant en fait des ombrières de parking photovoltaïque sur les parkings existants, ce qui fait que ça évite de mettre du béton un peu partout et on utilise des surfaces déjà non végétalisées pour produire de l'énergie renouvelable. Elle concerne du coup les propriétaires ou bailleurs des parkings extérieurs, publics ou privés de plus de 1500 m².
Et en termes d'échéance, voilà, cette loi, elle est rentrée en vigueur en 2023, fin 2023. Et voilà, les deadlines s'approchent très vite parce que la première deadline pour les parkings de plus de 10 000 m² est dans un petit peu plus d'un mois, là, le 1er juillet 2026. Et la deuxième deadline, donc pour tous les parkings entre 1500 et 10 000 m², c'est le 1er juillet 2028, donc dans 2 ans. Voilà. Après, pour ce qui est des sanctions, c'est une loi assez punitive puisqu'on a, on a des sanctions financières. Donc, qui peuvent aller jusqu'à 20 000 € par an pour les petits parkings, entre guillemets, entre 1500 et 10 000, et jusqu'à 40 000 € par an pour les parkings supérieurs à 10 000. Évidemment, dès qu'on a une loi un petit peu complexe comme ça, il y a forcément des critères d'exonération pour un petit peu s'adapter à toutes les typologies de sites et toutes les contraintes des parkings pour tout le monde. Donc, on a différents types d'exonération. Donc, on pourra un petit peu on les verra plus en détail juste après. Mais voilà, on a des contraintes pour tout ce qui est technique et sécuritaire, notamment voilà, des contraintes géotechniques, parfois en fonction de le type de sol, l'inclinaison du sol. On ne veut pas que l'installation photovoltaïque aggrave un risque de sécurité. Donc, pour tout ce qui est installation ICPE, etc., c'est pris en compte. On a aussi des contraintes liées au site directement. Donc, si le site a déjà un taux d'ombrage satisfaisant, on ne va pas aller mettre des ombrières en plus. Si on est dans un parc naturel ou un bâtiment, dans un site qui est protégé pour un monument historique, etc. Et enfin, les contraintes, entre guillemets, les plus faciles des fois à atteindre, c'est les contraintes économiques, surtout au vu du contexte qui n'est pas forcément très intéressant ces temps-ci pour le photovoltaïque. C'est tout ce qui est contrainte de rentabilité. Si par exemple le coût actuel de l'énergie est supérieur à une valeur de référence, qui est donc le tarif de vente de la production majoré de 20%. Voilà, donc ça, c'est des critères économiques qui sont parfois atteignables et qu'on peut nous regarder à l'aide d'une étude technico-économique de votre parking. Donc, il y a eu aussi, il y a moins d'un an, là, en octobre, une loi de simplification du coup, de la loi APER qui a eu 2 grandes nouveautés, mais surtout une grande modification qui est l'autorisation de la mixité entre les ombrières photovoltaïques et les arbres. Donc, ce qui fait que maintenant, on peut soit planter des arbres et des ombrières pour avoir les deux, ou alors garder justement les arbres existants et compléter juste ce qui reste avec des ombrières photovoltaïques, sous réserve qu'on ait 17,5% d'ombrières photovoltaïques sur la totalité du parking et le reste des arbres. Voilà. Et l'autre nouveauté de cette loi, enfin il y a plusieurs nouveautés, mais les 2 nouveautés principales, c'était celle-ci. Et la deuxième, donc, c'était la mise en place d'un délai supplémentaire pour ceux qui ont un approvisionnement résilient. Donc, ça concerne, ça veut un peu tout rien dire, approvisionnement résilient, mais il y avait 11 conditions donc, qui étaient nécessaires, donc 5 administratives et 6 conditions techniques, donc sur l'efficacité des panneaux, leur provenance, et pour ce qui est des contraintes administratives, en fait, il faut avoir versé un acompte, avoir un contrat signé avec le fournisseur, etc. Donc, voilà, qui permet d'avoir un report de 18 mois. Voilà, donc c'est assez intéressant, mais après, est-ce que c'est réalisable au vu notamment de la fermeture du projet carbone? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la Gigafactory qui devait ouvrir en France, qui finalement ne se fera pas à cause de justement ce contexte incertain. Voilà, ça devient assez compliqué d'avoir un approvisionnement résilient dans ce contexte-là, mais voilà, c'est deux grandes nouveautés. Voilà, voilà, une petite chronologie, pareil, de la réglementation. Donc ça, voilà, je vais passer assez rapidement, surtout pour vous, quand vous relirez le support, si vous en avez besoin. Et enfin, voilà, un petit récapitulatif. Donc, pour les parkings existants de plus de 1500 m², on a soit 50% d'ombrières photovoltaïques, soit au moins 17,5%, c'est-à-dire 35% de la moitié. C'est comme ça que c'est dit dans la loi, c'est pas forcément très clair, mais c'est comme ça que c'est formulé, et des arbres sur tout le reste. Et si on a un parking neuf ou en rénovation lourde, donc là, la surface, elle est plus faible pour être assujettie, c'est 500 m². Et là, on a aussi l'obligation d'ombrage, donc soit des ombrières photovoltaïques, soit des arbres, soit un mixte des deux. Et il y a aussi une mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales à mettre en place, donc soit par des places perméables ou des dispositifs pour gérer les eaux pluviales. Et enfin, aussi un deuxième petit récapitulatif pour les toitures
C'est vrai que c'est pas le plus gros sujet, la loi APER, mais elle est quand même mentionnée dans cette loi. C'est les articles 41 et 43. Voilà, donc pour les toitures de bâtiments neufs ou en rénovation lourde avec une emprise au sol supérieure à 500 mètres carrés, on a l'obligation de soit végétaliser la toiture, parce qu'on voit de plus en plus sur les nouveaux bâtiments de nos jours, ou alors installer un procédé de production d'ENR, donc souvent c'est des panneaux photovoltaïques en toiture sur 40% de la surface à partir du 1er juillet 2026. Et là, jusqu'alors, on était à 30%. Et à partir du 1er juillet 2027, on sera à 50% de la surface à couvrir ou à végétaliser. Donc voilà, et là, tous les bâtiments tertiaires sont concernés, ainsi que les parkings couverts qui accueillent du public. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer un peu à une question très globale sur la loi APER, c'est comment on calcule notre surface assujettie. Si moi j'ai un parking, comment je calcule la surface que je dois prendre en compte pour savoir si je suis assujettie ou pas. Concrètement, on prend en compte les places de stationnement des véhicules, les voies de cheminement qui permettent justement d'accéder à ces places de stationnement. Donc depuis l'entrée du parking, en fait, toutes les voies de cheminement pour les voitures. Et voilà aussi tous les aménagements et zones de péage qui permettent l'accès au parking. Et par contre, on ne prend pas en compte tout ce qui est espace vert, zone de stockage, zone de manutention, tout ce qui est livraison, les emplacements poids lourds, zones avec marchandises dangereuses, c'est pas pris en compte. Les zones ICPE, telles que les stations-service, évidemment, ne sont pas pris en compte, mais il y a aussi tout ce qui est à 10 mètres d'une zone ICPE. Là, j'ai mis un petit astérix parce que ça concerne que certaines rubriques d'ICPE et les rubriques sont en annexe. Mais en fait, ça c'est à considérer si vous avez un bâtiment et que votre parking est très proche de votre bâtiment. S'il est classé ICPE pour une certaine rubrique, la surface est à enlever de l'assujettissement. Donc là, des fois, ça peut exonérer soit la totalité du parking, soit vous faire passer sous le seuil des 1500 mètres carrés. Donc voilà, ça peut être pris en compte. Et après, il y avait un cas particulier pour les bornes IRVE. C'est si vous avez des places qui sont exclusivement prévues pour la recharge électrique, vous ne les prenez pas en compte. Mais par contre, si c'est des places ayant une autre fonction, par exemple accès au bureau ou accès à un commerce, qui est le cas dans la plupart des cas de figure finalement, là par contre, on les prend en compte. Donc voilà un peu pour les grosses billes pour calculer ma surface assujettie. Une question aussi qui revient souvent, je vais en parler directement, ce sera plus simple, c'est si on a plusieurs parkings un petit peu séparés, mais vraiment pas collés, mais un petit peu séparés, est-ce que je dois sommer la surface ou pas? Là, en fait, il faut juste voir si on peut passer d'un parking à l'autre sans passer par la voie publique. En fait, si les parkings ils sont vraiment fermés et on ne peut pas passer de l'un à l'autre, là, on les considère comme deux parkings différents. Mais si c'est sur votre site juste un petit parking à l'entrée et un parking employé derrière, mais qui est accessible sans passer par la voie de circulation publique, là, on somme les surfaces. Donc voilà. Là, maintenant, je vais faire un petit zoom sur les critères d'exonération, parce que souvent, c'est ce qui est le plus intéressant pour la plupart des clients, c'est de savoir s'ils peuvent sortir ou pas de cette obligation, notamment en termes de délai, pour échapper un peu au calendrier qui peut être très serré, surtout si on a un parking de plus de 10 000 mètres carrés, et même 2028, au final, ça arrive très vite. Donc des fois, on veut se débarrasser un peu de cette contrainte calendaire et envisager le PV plus tranquillement. Mais voilà. Déjà, un critère de non-assujettissement, c'est la présence d'arbres. En fait, la loi APER définit un ratio d'arbres considéré satisfaisant si on a un arbre à canopée large pour 3 places de stationnement. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire. Vous avez déjà un ombrage suffisant pour être, entre guillemets, conforme à la loi APER. Par contre, ce qui a changé du coup avec la simplification de la loi, c'est que même si vous n'avez pas assez d'arbres, imaginons que vous avez 30 places de parking et vous n'avez que 5 places, vous n'êtes pas dans le ratio, vous n'avez que 5 arbres, pardon, et vous n'êtes pas dans le ratio de 1 arbre pour 3 places, mais par contre, vous pouvez garder ces arbres et les prendre en compte dans votre taux de couverture, dans votre calcul d'ombrage, ce qui vous permettra de mettre moins d'ombrières de parking.
voilà, parce que des fois, c'est assez compliqué d'atteindre les 50%. Si on a déjà des arbres existants, on ne va pas aller couper des arbres pour mettre des ombrières, c'est pas l'intérêt. Mais voilà, on peut quand même les considérer, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Maintenant, on peut prendre en compte l'existant, même si on n'a pas le ratio de non-assujettissement, on peut quand même les considérer et diminuer le taux de couverture des ombrières. Ensuite, pour l'exonération pure et dure, il y a différentes exonérations et donc différents moyens de les prouver, sachant que tout ce qui est du coup exonération économique nécessite une étude technico-économique réalisée par une entreprise qualifiée RGE études photovoltaïques. Donc typiquement à Alterwatt, on est qualifié, sinon ça n'aurait pas trop d'intérêt. Mais voilà, donc il faut quand même une étude réalisée par un bureau d'études, une structure qualifiée. Mais parfois, certaines contraintes d'exonération peuvent être prouvées seulement avec un résumé non technique, une note explicative. Par exemple, si votre site est dans un parc national ou est collé à votre bâtiment qui est une CPE, voilà, un résumé non technique qui explique ça peut suffire à prouver l'exonération. Donc là, ici, on a classé les différentes exonérations en fonction de la complexité ou non de prouver, sachant que voilà, ce qui est le plus compliqué, entre guillemets, à prouver, c'est tout ce qui est, je le disais, les contraintes économiques, donc rentabilité trop faible, viabilité menacée, etc. Et aussi, les contraintes géotechniques liées au sol, ça doit être prouvé par un bureau d'études géotechniques. Et voilà. Et voilà, donc je mentionnais aussi, mais si votre site est classé monument et dans un périmètre de protection d'un monument historique, ça peut être prouvé juste, entre guillemets, par une attestation et toutes ces autres exonérations aussi. Voilà, si votre site est un stationnement de marchandises dangereuses, voilà, il n'y a pas besoin de faire une étude technico-économique pour le prouver, on a juste à faire une attestation, un résumé pour le mentionner. Donc voilà, maintenant on peut détailler aussi les exonérations économiques, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très bien expliqué dans les textes de loi, mais le critère de rentabilité trop faible, c'est, on regarde en fait le coût actuel de l'énergie qu'on appelle LCOE, et lui on va le comparer à le tarif de référence majoré de 20%, et en fait ce tarif de référence, on prend en fonction de la puissance de notre centrale, on va prendre le tarif de revente de cette électricité. Donc, si on est à moins de 100 kW/crête, on va regarder les tarifs qui sont ouverts, qui sont mis à jour tous les trimestres. Et sinon, on regarde le tarif lauréat des derniers appels d'offres, de la dernière session d'appel d'offres, le tarif moyen des lauréats, donc pour l'appel d'offres simplifié, donc entre 100 et 500 kW/crête, et pour les plus grandes toitures, plus grands parkings, pour tout ce qui est supérieur à 500 kW/crête. Et voilà, et le LCOE, ça se calcule en fait en prenant tous les coûts de la centrale sur 20 ans, donc l'investissement initial, mais aussi tous les coûts de maintenance, donc les OPEX, qu'on actualise avec un taux d'actualisation fixé à 3%, ce qui est fixé par décret, qu'on divise par la production solaire, qu'on pareil on actualise à 3% sur 20 ans. Donc voilà pour ce critère-là. Et ensuite, il y a un deuxième critère qui est le critère du coût accessible d'installation, et qui, lui, en fait, pareil, on compare un ratio à soit 15 ou 10% en fonction de si mon parking est neuf ou existant. Et en fait, on va regarder les coûts de construction de l'installation, qu'on diminue des revenus que cette installation pourrait générer en vente totale, et qu'on divise par, si je suis dans le cas d'un parking neuf, par les coûts de construction du parc, ou alors, si c'est un parc existant, on compare à la valeur vénale du parc. Donc voilà, après ça, c'est souvent assez compliqué à obtenir la valeur vénale d'un parc. Donc dans le cadre d'exonération pour le parking existant, c'est pas forcément un critère qu'on obtient et qu'on peut regarder facilement. Mais voilà, en fait, c'est juste pour regarder si les coûts d'installation ça valent le coup comparé au coût de ma structure initiale. Donc voilà, un petit peu pour tout ce qui est exonération et comment on les obtient. Maintenant, on va un peu se mettre dans la peau d'un propriétaire, d'un propriétaire multisite et un peu vous présenter comment concrètement on peut aborder ce sujet qui peut être un petit peu épineux de la loi APER et comment faire les choses étape par étape sans trop s'y perdre et avoir quelque chose d'intéressant pour s'y retrouver financièrement et aussi prendre des bonnes décisions. Donc nous, Alterwatt, on a un accompagnement qui se déroule souvent en 2 temps. Souvent, on fait une première étape qu'on appelle le schéma directeur solaire,
Concrètement, cette étape-là, c'est un état des lieux de votre parc de sites. On va regarder en fait à l'échelle des nombres de sites que vous avez étudiés. On va faire un peu un débroussaillage, comme on appelle ça comme ça. Regarder justement confirmer l'assujettissement à la loi APR de ces sites en déterminant les surfaces assujetties. Regarder justement s'il n'y a pas des biais d'exonération assez faciles à avoir, notamment tout ce qui est contraintes CPE, contraintes réglementaires pour les monuments historiques, etc. Donc, on garde toute cette partie-là réglementaire assez, entre guillemets, rapide et facile à regarder. Donc, pour un parc qui comprend un certain nombre de sites, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement. Ensuite, on va analyser le potentiel solaire de ces sites. Donc, on va pas faire de modélisation à cette étape-là, mais on va regarder sur PVG, c'est un logiciel photovoltaïque, l'ensoleillement en fait du site, et donc en tirer concrètement est-ce que ce site-là est intéressant pourrait produire beaucoup d'électricité ou non, pour soit le revendre, soit l'autoconsommer, et faire aussi une première estimation économique de l'installation d'ombrières pour voir si on est près ou loin de nos critères économiques qu'on a mentionnés juste au-dessus. Est-ce que je suis loin d'atteindre est-ce que mon LCOE est très très faible et donc je vais jamais être supérieur à 1,2 fois mon tarif de référence, ou alors au contraire le LCOE, les premières estimations montrent qu'on est quand même on a quand même des coûts de production qui sont très élevés et donc l'exonération va être facilement atteignable. Donc voilà, on se fait première estimation comme ça, premier état des lieux. Et donc, en conclusion de ce schéma directeur solaire, qu'est-ce qu'on va faire? Soit, on a 3 cas de figure. Soit notre site est non assujetti, ou alors s'il avait assez d'arbres, ou alors il était dans une zone ICPE, ou alors on est exonéré facilement. Donc là, le site sort directement de notre scope d'études et on l'a exonéré juste comme ça. Vous êtes débarrassé. Et les 2 autres cas de figure, c'est on s'est rendu compte que mon site, il avait un potentiel quand même assez intéressant. On avait un site qui consomme beaucoup d'électricité, on a un potentiel solaire assez intéressant. Et en plus, je suis assez loin d'être d'exonération. Là, on va partir sur une étude de faisabilité. Ou sinon, si on s'est rendu compte que l'exonération était facile à avoir, entre guillemets, on part sur une étude d'exonération. Et qu'est-ce que la différence entre les deux? L'étude d'exonération, en fait, c'est une étude assez succincte, mais plus poussée qu'une étude de potentiel. C'est une étude où on va juste regarder la mise en conformité du site en modélisant une installation d'ombrières photovoltaïques sur votre parking, en regardant justement l'analyse technico-économique plus précise que ce qu'on avait fait à la première étape, parce qu'on a une puissance installée plus précise, un productif de l'installation plus réaliste. Et on va du coup regarder est-ce qu'on atteint ou non les critères économiques d'exonération. Juste avec cette étape-là, on ne va pas du tout regarder est-ce que je peux autoconsommer ou pas, on regarde uniquement un scénario en vente totale, avec juste une partie mise en conformité. Alors que dans une étude de faisabilité, en fait, c'est une étude d'exonération mieux, entre guillemets, plus complète, parce que on va regarder... on prend un peu plus de recul sur la réglementation et on va regarder quand même la faisabilité et l'intérêt énergétique et financier de mettre des ombrières sur votre parking. Donc avec l'étude typiquement de l'autoconsommation, ce qui est quand même plus intéressant de nos jours, mais aussi l'étude de différents scénarios d'implantation, si on peut réduire le taux d'ombrières et mettre des arbres à la place, etc. Enfin, faire vraiment une étude pour que tout le monde y trouve son compte, qu'on mette en conformité le site et qu'on ait un projet avec du sens. Et pour cette étude-là, on se rend sur site pour un peu avoir une meilleure vision du site, pour aussi analyser le raccordement local pour l'autoconsommation. On récupère les consommations du client pour faire une modélisation assez précise de comment va se passer la production solaire, l'autoconsommation, etc. Et évidemment, si cette étude-là, au final, on regarde aussi l'exonération, si elle conclut l'exonération, vous aurez un site exonéré, mais avec quand même une idée du potentiel de votre site et la possibilité de lancer des travaux, pas forcément du coup tout de suite, comme vous n'avez plus la contrainte calendaire, mais au moins lancer un petit peu les rouages et voilà, avoir l'idée du potentiel du site. Juste pour ajouter quelque chose, Clémence. Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que une exonération ne mène pas forcément à l'annulation du projet photovoltaïque.
on a plein de clients qui font des exonérations, mais qui sont pas du tout, enfin qui vont chercher les exonérations, mais qui sont pas du tout hostiles à la technologie en soi. Juste, en fait, les taux de couverture imposés, les délais, etc., leur paraissent complètement absurdes. Et on a plusieurs clients qui vont chercher des exonérations pour pas cher, pour enlever ces contraintes-là, et derrière étudie sérieusement le projet. Donc il y a aussi le cas, on a un cas d'un bon client pour qui on a fait des études sur un portefeuille logistique de 15-16 sites, pour lequel en fait on a fait des études de faisabilité complètes incluant l'exonération, pour étudier sérieusement le projet, mais également pour, on va dire, supprimer la contrainte calendaire qui pesait énormément sur ce client-là. Et du coup, maintenant, il étudie le projet beaucoup plus sereinement. Il a été exonéré sur une bonne partie des sites, pardon. Et là, il peut étudier le projet avec un regard économique qui a du sens. Et voilà, ça le permet aussi d'améliorer sa situation au niveau du décret tertiaire. Enfin, il y a plein d'avantages à faire du photovoltaïque qu'on peut aller chercher tout en étant exonéré, en fait. L'exonération n'empêche pas du tout la réalisation d'un projet, et c'est la philosophie qu'ont beaucoup de nos clients. Mais c'est vrai que les délais étant très courts et puis les taux de couverture assez exigeants quand même, c'est pas toujours les plus avantageux économiquement, d'où la structure de notre accompagnement. Voilà, on va pouvoir passer aux questions. Ouais, la première session de questions-réponses avant de passer à l'étude d'un cas concret. Alors, vous avez posé beaucoup de questions, donc on vous en remercie. D'abord, donc Clémence, tu as une question. Si on est exonéré de la loi APR via une étude, car le LCOE est supérieur à 1,2 fois le tarif de référence, donc non viable, avons-nous pour obligation de couvrir un arbre pour 3 places de parking? Non, du coup, vous êtes exonéré, vous n'avez plus rien à faire, entre guillemets, en termes d'ombrage. Ensuite, on a une question de quelqu'un qui nous demande est-ce que l'injection réseau n'a aucun impact sur le décret tertiaire? Oui, non, je pense qu'il n'y a aucun impact parce que le décret tertiaire, vous déclarez vos consommations, donc ce qui, entre guillemets, rentre dans votre bâtiment. Et l'injection réseau, c'est quelque chose qui ressort de votre bâtiment, donc non, normalement, ça n'a pas d'impact. À confirmer avec notre collègue qui s'occupe de ça, mais normalement, il n'y a aucun impact. On a ensuite quelqu'un qui nous demande est-ce que les sanctions possibles sont-elles vraiment mobilisables? Ça, c'est une vaste question. C'est vrai que là, comme les échéances ne sont pas encore passées, on n'a aucun rex sur comment ça va vraiment se passer. Je ne suis pas sûre que le 1er juillet 2026, tous les parkings du même mètre carré soient contrôlés à 8 h du matin. Ça m'étonnerait. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas de retour pour l'instant. Et voilà, je pense que ça va être quand même, il y aura des lettres recommandées avant, des mises en demeure ou de la prévention, entre guillemets, pour dire attendez, vous n'êtes pas en conformité, faites ça, sinon vous serez sanctionné. Voilà, ça m'étonnerait que le 1er juillet, vous receviez une demande de 20 000 € d'amende parce que vous n'êtes pas en conformité. Mais bon, on verra bien, entre guillemets. On peut pas... C'est un peu comme pour l'audit réglementaire. Personnellement, je pense qu'il y aura les plus gros, les plus connus vont être contrôlés et vont se faire taper sur les doigts s'ils ne sont pas en conformité. Après, tous les acteurs intermédiaires, voire petits, eux passeront un peu sous les radars et auront probablement plus de temps pour se mettre en conformité. Donc, je pense que ça dépend aussi du nom, forcément. On aura plus tendance à aller vous chercher si vous êtes un Unibail ou, je sais pas, une grosse foncière que un petit propriétaire qui se retrouve avec un parking de 10 000 m² et qui doit se mettre en conformité un peu au dernier moment. Les grosses entreprises, généralement, sont au courant bien avant de ces sujets-là. Voilà. Ensuite, on a quelqu'un qui nous demande, concernant les échéances, est-ce qu'on parle du lancement des travaux ou la réalisation des travaux? Oui, non, on parle du lancement des travaux ou au moins la signature d'un contrat de travaux ou voilà, la preuve que quelque chose est en train de se passer, pas forcément la réalisation d'ombrières posées, raccordées au 1er juillet. Ensuite, on a quelqu'un qui réagit, qui dit « Ça me semblerait bizarre d'avoir des préfets qui appliquent des pénalités dès juillet 2026 pour des collectivités qui ne respecteraient pas leurs obligations. »
Bah oui, ça, c'est des Oui. absurdités du cadre réglementaire. Mais oui, en effet, c'est l'État qui se met qui se met des pénalités tout seul. Voilà. Oui. Mais en effet, il y a un gros flou sur l'application des sanctions. Et pour l'instant, on ne sait pas et on reviendra vers vous avec des retours d'expérience peut-être sur la fin d'année. Le seul sujet, c'est qu'en fait, 10 000 m², il n'y a pas beaucoup d'acteurs non plus qui sont concernés. 10 000 m², c'est quand même une grosse surface et globalement, la grande majorité des sites pour lesquels on travaille actuellement, c'est des sites qui sont assujettis pour 2028. Donc à voir après si on aura beaucoup de retours en fait sur le sujet. On a quelqu'un qui nous demande qu'entendez-vous par incompatibilité. Alors là, Je pense que c'était sur la partie où les zones d'exonération où je mentionnais que voilà, si on avait une incompatibilité avec l'usage du site, voilà, je pense que ça regroupe tout ce qui est typiquement si votre site, déjà si c'est un site poids lourd ou qui a des marchandises dangereuses, c'est pas possible. Si vous avez un parking qui est très proche du bâtiment et que pour des questions d'incendie, c'est pas possible, bah voilà, ça peut être prouvé aussi avec le SDIS. Je pense que ça regroupe un peu tous les sujets où en fait mettre des horaires de parking ne sont pas forcément possibles sans aggraver un risque ou sans voilà, pas forcément possible. Il y a quelqu'un qui nous demande qu'est-ce qu'une rénovation lourde. Alors ça c'est défini par décret. Alors attendez, je vais juste passer le diagramme parce que je sais qu'il est dans une annexe, donc je vais vous montrer directement. Je spoil un petit peu la suite. Alors. Voilà, c'est ici. En fait, la rénovation lourde d'un bâtiment ou d'un parking, c'est pour les bâtiments, c'est tout ce qui touche à la structure en fait, du bâtiment. Et pour le parking, c'est le remplacement du revenant de surface sur au moins la moitié de la superficie de votre parking. Donc voilà, c'est ce qui est défini dans le code de construction de l'habitat et le code de l'urbanisme pour définir justement ce qu'est une rénovation lourde. On a ensuite quelqu'un qui nous demande et qu'en est-il d'un grand parking supérieur à 10 000 m² inclus dans le périmètre de bâtiments classés ou inscrits MH? Oui, là, du coup, en fait, cette exonération ne prend pas en compte la surface du parking. Donc, si votre parking de 10 m² est inclus dans un périmètre de protection au titre des monuments historiques, vous êtes exonéré au même titre que si c'était un parking de 1700 m². On a quelqu'un qui nous demande les voies de circulation des poids lourds sont-elles prises en compte dans la... Non, elles ne sont pas prises en compte. On a quelqu'un qui nous demande comment est défini un arbre à large canopée. Ça, c'est une vaste question. C'est vrai que ce n'est pas fixé par décret ou quoi que ce soit. Donc, nous, souvent, c'est qu'on regarde en fait, l'essence de l'arbre, donc quel type d'arbre c'est. Et voilà, en fait, c'est une donnée qu'on retrouve facilement sur Internet si cet arbre-là a tendance à avoir une large canopée ou pas. Après, il y a un petit flou législatif là-dessus parce que si vous avez un arbre à large canopée par son essence, mais qu'il est taillé très très court, est-ce que dans ces cas-là, on considère ou pas? Ça, c'est un peu un endroit de flou. C'est pas encore, c'est pas défini par la loi, mais voilà, nous, on considère les arbres qui par essence sont amenés à avoir une large canopée. On prend encore 2 questions et après on va avancer sur la fin du diapo. Désolé pour ceux à qui on n'a pas eu le temps de répondre. On prendra le temps de répondre à un maximum de questions à la fin du webinaire. C'est juste pour ceux qui ne peuvent pas rester, on essaye de finir quand même le contenu. Donc les 2 dernières questions. Les arbres qui ne sont pas à proximité directe de l'aire de stationnement sont-ils pris en compte? Non, c'est des arbres qui sont sur l'aire de stationnement. Si vous avez des arbres sur votre site en général, mais pas forcément collés, qui ne font pas d'ombre sur le parking, ils ne sont pas à prendre en compte. Ensuite, on a quelqu'un qui nous demande est-ce que je peux planter des arbres s'il en manque un peu pour atteindre le ratio de 1 arbre pour 3 places? Oui, c'est totalement faisable. Vous pouvez planter des arbres le 30 juin si vous voulez. Et l'arbre n'a pas besoin d'être à maturité au moment du contrôle pour être considéré. Donc oui, s'il vous manque 1 ou 2 arbres pour avoir le ratio, je vous conseillerais plutôt de planter des arbres plutôt que de tous les raser pour mettre des ombrières. Donc oui, c'est totalement faisable. Et allez, une dernière, vu que tu as été rapide.
pour un site classé INB, entre parenthèses nucléaire, je n'ai pas trouvé de texte réglementaire certifiant l'exonération sécurité. Avez-vous plus d'informations à ce sujet? Alors ça, c'est vrai que c'est une typologie de projet qu'on n'a pas encore eu pour les sites nucléaires. C'est vrai que c'est pas du tout mentionné dans la loi. Je pense qu'il faudrait voir avec le référent entre guillemets sécurité du site. Souvent, ils ont un peu des prescriptions et des règles à respecter sur l'installation ou non de tout ce qui est respect des règles incendie, etc. Et est-ce que avoir leur avis sur la réalisation du tombrière de parking et voir un peu si c'est faisable ou non en termes de risque. Et après, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas encore de retour là-dessus. Je pense qu'il faudrait un avis des monsieur sécurité ou madame sécurité des sites nucléaires. Et je pense une note technique de leur part et ça suffirait peut-être pour une exonération. Mais j'avoue, c'est un typologie qu'on n'a pas encore rencontré, donc une question que je ne m'étais pas encore posée. Très bien, on va pouvoir passer à la suite du contenu du webinaire et puis restez connectés, on répondra au reste des questions d'ici une quinzaine de minutes. Ouais, je vais essayer de passer assez rapidement pour qu'on ait le temps de répondre à tout le monde. Donc là, on va juste vous présenter un petit cas concret assez rapide et le sommaire entre guillemets d'une étude de faisabilité pour que vous voyez concrètement à quoi vous attendre et à quoi ça qu'est-ce que ça rend en fait comme étude. Donc là, on a comme cas concret, on a pris un propriétaire qui a 4 actifs, qui a tous des parkings supérieurs à 1600 m². Donc il a un site dans le nord de la France, un qui est plutôt en région parisienne, et ensuite un site dans le sud de la France et un dernier qui est plutôt vers Poitiers, assujetti soit en 2026, soit en 2028, en fonction des surfaces du parking. Donc là, imaginons d'où ce propriétaire vient nous voir, on réalise un schéma directeur solaire de ces sites. Voilà ce qu'on pourrait en tirer comme conclusion. Donc pour le premier site de Roubaix, on a recalculé la surface, donc on a un grand parking de 13 500 m². Mais on est sur un entrepôt dans le nord de la France avec un très faible productible, un très faible intérêt pour l'exonération parce qu'on consomme très peu. Donc on se doute bien que même une faisabilité ne serait pas forcément très intéressante en termes de potentiel énergétique. Donc on va partir sur une étude d'exonération pour essayer d'atteindre l'exonération économique au vu du faible ensoleillement du site et de la surface qui est quand même assez conséquente. Donc là, ici, on part sur une étude d'exonération. Pour le deuxième site, on est sur un site à Montpellier, donc dans le sud de la France, avec un fort ensoleillement. Un usage du site, c'est un hôpital, donc avec un très fort intérêt pour d'autoconsommation. Donc ici, on part plutôt sur une étude de faisabilité pour à la fois regarder l'exonération du site, parce que ça peut être toujours bon à avoir, mais aussi, comme on est sur une typologie de bâtiment qui a un fort intérêt pour l'autoconsommation, regarder si on ne peut pas installer des ombrières photovoltaïques pour faire un bâtiment plus autonome et réduire sa dépendance aux électricité du réseau. Et faire un bâtiment qui utilise beaucoup plus d'énergie renouvelable. Donc ici on part sur une étude de faisabilité. Troisième cas de figure, un site à Paris, où ici on est sur un ensoleillement assez moyen, un intérêt pour l'autoconsommation qui est assez faible. Mais par contre, en fait, en faisant la première étude du site, on se rend compte que on est dans le ratio 1 arbre pour 3 places. Donc ici, il n'y a même plus de questions à se poser. Le site devient non assujetti. On n'a plus d'obligations sur la loi APER. On respecte déjà les conditions d'ombrage. Et enfin, dernier cas de figure, le site de Poitiers. Où ici, on se trouve dans un cas de figure où le site, comme on le disait tout à l'heure, est inclus dans le périmètre d'un monument historique. Donc on est exonéré. Au cas, c'est justement cette étude qui prouve qu'on est dans un périmètre de protection. Et ce cas de figure-là fonctionne aussi pour tout ce qui est mon bâtiment, mon parking à moins de 10 mètres de mon bâtiment qui est CPE, donc je suis exonéré, etc. Donc il y a plusieurs cas de figure possibles. Donc là, on a un petit peu défini les différentes échéances, différentes conclusions d'un schéma directeur solaire. Et je vais vous présenter donc ce qui se passe ensuite en vous présentant l'étude de faisabilité, sachant que, comme j'ai dit
précédemment, l'étude d'exonération, en fait, c'est une étude de faisabilité simplifiée où on regarde juste un seul scénario, sans trop se prendre la tête, entre guillemets. Donc voilà, ici, je vous présente le cas le plus complet pour que vous ayez tout en tête. Donc concrètement, l'étude des FESA, ça se décline en 3 phases. Une première phase où on va analyser l'existant, une deuxième où on va modéliser la future installation, la future centrale, et une troisième phase, une étude financière. Justement, on va réaliser un business plan d'installation et un peu conclure sur l'intérêt financier de cette installation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans la première phase? On va si on ne l'a pas fait au stade du schéma directeur solaire, s'il n'y a pas eu de schéma directeur solaire avant, on va faire un état des lieux du parking et regarder un peu les levées d'exonération simples. Donc, ce qu'on fait en fait au stade du schéma directeur solaire, analyser la consommation du site, avoir son profil de consommation type et en conclure sur l'intérêt ou non du site pour l'autoconsommation. Étudier le raccordement local, donc en fait, parce que pour les études de faisabilité, on se rend sur place, donc on regarde le dimensionnement du TGBT, la distance du parking au bâtiment pour regarder un petit peu comment concrètement, si demain on fait des travaux, comment on va faire pour raccorder la centrale au TGBT. Et ensuite, une étude des contraintes réglementaires avec toutes les contraintes, notamment sécurité incendie ou PLU ou pour la DGAC, si jamais il y a un aérodrome à côté, voilà, on regarde un petit peu tous ces points bloquants qui pourraient empêcher la faisabilité du projet. Ensuite, on va modéliser la future installation sur un logiciel qui s'appelle PV Sol. Donc, c'est un peu le rendu que vous avez sur l'image en haut du diaporama pour modéliser de manière assez réaliste la centrale en prenant en compte les ombrages, les bâtiments, les arbres existants, etc. Et ensuite, on va analyser l'analyse énergétique de cette installation en recoupant la production photovoltaïque avec la consommation du bâtiment. Et ça donne en fait les graphiques que vous avez juste en bas avec justement un graphique sur une journée type en vert, vous avez la production solaire qui est autoconsommée dans le bâtiment. En bleu foncé, vous avez le soutirage réseau, donc ce que le bâtiment il prend du réseau. Et en bleu plus clair, ce que vous injectez au réseau. En fait, on va pouvoir en retirer un taux d'autoconsommation et un taux d'autoproduction, et aussi la quantité d'énergie injectée au réseau pour l'autoconsommation. Et enfin, dernière phase, la partie estimation financière. Donc voilà, c'est là qu'on va regarder quel investissement est nécessaire pour faire ce projet, à quel point les CAPEX, quel coût de maintenance aussi, évidemment, on a par an, mais aussi quel gain vous pouvez en tirer de l'installation, à la fois en vente du surplus, aux consommations, mais aussi en regardant les économies que cette installation va vous faire. En fait, on prend vos coûts de fourniture d'électricité et on regarde en fonction de ce que vous allez autoconsommer, quelles économies ça va vous faire par an. Et voilà, et montrer un peu l'intérêt de l'installation. Ensuite, on regarde tout ce qui est indicateurs financiers de rentabilité, évidemment, et on regarde aussi, comme j'ai mentionné avant, la mise en conformité à la loi APER, et notamment le petit tableau qui est en dessous, la conformité à la loi APER avec le critère économique, donc le critère de rentabilité, est-ce qu'on est exonéré ou non. Donc voilà, donc concrètement, ce que vous avez à la fin, c'est un rapport d'étude technique complet et assez détaillé qui peut prouver l'exonération si on est dans le cadre d'une exonération, mais qui aussi analyse le potentiel énergétique du site et qui étudie la mise en conformité à la loi APER si le site n'est pas exonéré. Donc voilà, concrètement, évidemment, j'ai fait rapidement comme j'avais dit, pour avoir du temps pour répondre à vos questions. Voilà un peu notre accompagnement pour mettre en conformité ou être exonéré de la loi APER et faire des projets photovoltaïques intéressants sur tous les aspects. Donc voilà. Voilà, est-ce que tout est clair pour vous? Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Maintenant, on part sur un marathon questions. Donc voilà, surtout, profitez-en, c'est le moment de lever les dernières zones d'ombre en temps de la loi APER. Donc, Clémence, on commence par quelle est la forme de ces attestations non techniques? Qui peut le faire? Il n'y a pas de format défini par le gouvernement. C'est en soi faire un document assez clair qui reprend
le contexte de votre projet, les points bloquants, du coup, pour expliquer l'exonération, reprendre je sais pas moi, une explication claire et assez succincte et non technique pour que ce soit compréhensible par n'importe quelle personne de pourquoi vous ne pouvez pas faire le projet. Voilà, donc en fait, il n'y a pas forcément de besoin d'avoir un acteur externe qui le fait, à part pour vous faciliter la vie, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être fait par n'importe qui est concerné. Juste faire un résumé, en fait, le contexte, pourquoi on ne peut pas le faire, et voilà, pour que, en fait, si vous êtes contrôlé, le préfet puisse facilement comprendre, en fait, la problématique du site. À savoir que nous, on se propose quand même de le faire pour des questions de sécurité, notamment quand on a un gros patrimoine. C'est plus simple, en fait, et ça ne coûte pas grand-chose de faire un schéma directeur solaire. Donc souvent, les gros acteurs aiment passer par nous. Et en plus, il y a un gain de temps évident du fait qu'on connaisse très bien la loi, qui peut être valorisé et donc qui peut justifier le fait de passer par un acteur externe. Mais en théorie, vous pouvez le faire vous-même sans souci. C'est un peu comme la déclaration opérate dans le cadre du décret tertiaire. Théoriquement, tout le monde peut très bien le faire soi-même, mais généralement, on préfère passer par des BE pour des questions de sécurité et puis de rapidité. Ensuite, cette même personne nous demande que faire de ses études ensuite, dépôt en préfecture, CERFA, comment cela se passe? Cette étude, vous la gardez au chaud. Oui, je peux répondre si tu veux, mais oui, en gros, vous n'avez rien à faire tant que vous n'avez pas contrôlé. Voilà. Désolée. Mais oui, c'est. Trop rapide. Y a pas, vous n'avez pas de process à faire, vous la gardez dans un dossier, vous savez où la retrouver, et puis vous la sortirez le jour où vous avez un contrôle de votre site. Alors, on a quelqu'un qui nous demande, et avec un tarif d'achat S21 descendu à 1 centime d'euro du kilowattheure, on prend quoi comme tarif de référence? En fait, vous prenez celui-là. Là, il n'est pas encore redescendu. Enfin, là, pour l'instant, il est à 4 et quelques, si je ne me trompe pas. Mais oui, en fait, on prend le tarif qui correspond à... En fait, pour le tarif d'achat S21, c'est que pour les installations qui sont inférieures à 100 kW crête désormais. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous prenez le tarif qui est défini par le S21. Donc, même s'il est très faible, ça vous arrange pour avoir l'exonération. Mais ouais, on prend ce tarif-là, le tarif le plus récent. Et pour les appels d'offres, on prend le tarif moyen du lauréat du dernier appel d'offres en date. Donc, pour l'instant, il date de septembre dernier, je ne me trompe pas. Mais dès qu'il y aura des nouveaux appels d'offres, on prendra en compte le nouveau tarif moyen. Ensuite, on a quelqu'un qui nous demande quel coût de CAPEX pour la centrale retenir pour les études d'exonération. Alors ça dépend vraiment ça varie en fonction de la taille du projet et de la typologie du projet. Mais pour avoir un ordre de grandeur, nous, on est entre 1,3 et 1,6 euros du watt crête installé. Mais ça dépend, après c'est variable en fonction de la typologie du projet. Et notamment, en fait, ce qui est compliqué avec les ombrières, c'est que ça dépend énormément des fondations de votre projet. Donc si vous avez un site qui est sur un sol qui n'est pas du tout de bonne qualité, votre prix peut facilement doubler et passer du simple au double à cause des fondations. Donc c'est vraiment des ordres de grandeur. Ensuite, on a quelqu'un qui nous demande pour l'exonération pour coût excessif d'installation, qui fait l'attestation, aussi un bureau d'études RGE? Pour la partie études économiques, un bureau d'études RGE doit le faire. Et après, en fait, c'est juste, c'est comme le même process que pour le LCOE. En fait, souvent, on regarde les deux en même temps. Parce que, en fait, comme on n'a pas la valeur vénale du parc, on ne peut pas forcément comparer, conclure en fait sur cette exonération, mais l'étude technique économique doit être réalisée par un bureau d'études. Mais il y a aussi un troisième coût de critère économique dont je ne vais pas forcément beaucoup parler, c'est si les travaux menacent la viabilité de votre entreprise. C'est en fait, par exemple, vous arrivez à prouver via des livrets de compte ou des documents comptables que si vous faites les travaux, en fait, vous allez faire faillite. Ça, du coup, nous, on n'a pas la main dessus, c'est pas notre domaine, mais si vous arrivez à prouver ça,
que l'installation d'ombrelles photovoltaïques met en péril votre entreprise, c'est aussi un motif d'exonération. Ensuite, donc, on a quelqu'un qui nous dit « Bonjour, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On peut être exonéré si on a un arbre pour 3 places de parking, mais la loi de simplification ne permet pas de se passer complètement du photovoltaïque, enfin du panneau photovoltaïque, puisqu'il faut toujours à minima 17,5% de PV. » Oui, c'est vrai que c'est un petit peu une zone d'ombre, un petit moyen, entre guillemets, je pense, de tricher. Parce qu'en fait, idéalement, un arbre pour 3 places de parking, c'est dans le cas d'arbres existants. Quand vous êtes dans un parking très ombragé, vous avez beaucoup d'arbres. Là, on peut être dans la assujetti. Et la loi de simplification, c'est pour les parkings existants qui n'ont pas forcément de base beaucoup d'arbres et qui sont loin, entre guillemets, de ce ratio d'un arbre pour 3 places qui est concrètement assez compliqué à atteindre, notamment quand on a des parkings en double peigne. On a rarement en fait un arbre pour 3 places. C'est pour ça qu'ils se sont permis de mettre ce minimum d'ombrelles photovoltaïques, puisque la loi à la base, c'est vraiment le processus, l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Donc il faut en fait garder du photovoltaïque. Et si vous n'avez pas assez d'arbres si vous êtes vraiment loin du ratio 1 arbre pour 3 places, c'est en fait ce qui est souvent le cas finalement. On a quand même un minimum d'ombrelles photovoltaïques à installer pour être dans les clous. Ensuite, quelqu'un nous demande, prend-on obligatoirement les revenus... Ah, pardon, j'ai fait une bêtise. Prend-on obligatoirement les revenus en vente totale estimés, même si on n'a pas vocation à se tourner vers cette valorisation? Oui, ça compte pour le critère de coût excessif des travaux. Parce qu'au final, pour le LCOE, les revenus de la production n'ont pas d'impact. Mais oui, pour l'autre critère économique, on prend en compte que les revenus en vente totale qui sont plus facilement estimables que si on regarde l'autoconsommation, en fait, qui dépend vraiment un peu de tout. Donc on se laisse dans un cas assez facile où on se met en vente totale. Et en fait, c'est pour ça que des fois, on est dans un cas où on a un site qui est exonéré parce que le LCOE est trop important en vue de la typologie du projet. Mais par contre, en faisant l'étude technico-économique en autoconsommation, on se rend compte que c'est un projet qui a du sens et qui a un TRI qui a un TRI assez intéressant, qui crée de la valeur. Donc, c'est un peu le piège entre guillemets avec les exonérations, c'est que parfois on est exonéré, mais en fait, il ne faut pas s'arrêter là. On peut quand même faire un projet avec de l'intérêt financier et énergétique. Et puis surtout que c'est intéressant parce que dans le cadre du décret tertiaire, ce qui est le cas de beaucoup de sites assujettis aussi à la loi APER, en fait, on a tout intérêt à potentiellement installer du PV. Donc, on a plein de clients qui sont exonérés de la loi APER, mais vont quand même installer du panneau photovoltaïque. Après, les gens préfèrent souvent la toiture. Voilà. Ensuite, concernant les études d'exonération, on a quelqu'un qui nous dit, j'imagine que cela dépend directement des régions. Pour les contrôles? Ouais, je pense qu'il parle des contrôles. Oui, je pense que ça va être géré, c'est les préfets qui gèrent ça, ça doit être géré plutôt en temps de la région. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit, donc, au niveau des critères d'exonération, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une dérogation par rapport à la disproportion de la surface d'ombrière par rapport à l'utilisation du parking? Je pense à un parking neuf de 2000 m² pour un terrain de foot qui sera utilisé quelques heures par semaine. Ah oui, c'est vrai que ça peut être assez... c'est un peu dommage, mais je pense qu'il n'y a pas d'exonération juste par rapport à ça. Après, ça se trouve, c'est possible d'être exonéré économiquement, mais oui, l'usage du parking n'est pas recevable entre guillemets comme critère d'exonération, parce que l'idée de base, c'est aussi de mettre de l'ombrage. Donc ouais, ça marche pas. Ensuite, on a quelqu'un qui nous demande quel logiciel utilisez-vous pour la modélisation? Du coup, ouais, on utilise le logiciel PV Sol. Alors, on a quelqu'un qui nous dit à quel moment et à qui fournir l'étude d'exonération, préfecture, DREAL?
du coup, au moment du contrôle et au préfet. Et dès la date limite ou après mise en demeure de pénalité. Ça, je pense, du coup, il faut attendre d'être contrôlé. Ouais. En fait, dès que le préfet, enfin la préfecture vous en parle, vous sortez le papier voilà. Et normalement, vous êtes bon. Pour l'assujettissement lié aux toitures, y a-t-il des exonérations pour les bâtiments de santé ou médico-sociaux? Alors, c'est vrai que les toitures, c'est un sujet qu'on n'a pas encore énormément beaucoup rencontré. Donc, voilà, il faudra que je me renseigne un peu plus, mais ça, je ne pense pas qu'il y ait des exonérations concernant l'usage du site. Vous pensez ça parce que pour des sujets d'assurance, je sais que pour les toitures, souvent, c'est un sujet un peu récurrent. Les assurances ne veulent plus forcément assurer les toitures, donc peut-être que pour la santé, c'est le souci. Mais voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait des exonérations liées à l'usage du site. Mais à confirmer. On a une question qui recoupe avec la remarque qu'on a eue tout à l'heure sur le parking du stade de foot. Est-ce que la fréquence d'utilisation du parking est prise en compte dans les possibilités d'exonération au cas d'une activité saisonnière qui joue sur la surface du parking utilisé? Merci. Ouais, voilà, je pense que ça, malheureusement, ça n'a pas forcément d'impact. Est-ce qu'un parking de bus est considéré comme un parking poids lourd? Alors ça, c'est une très bonne question. Poids lourd, normalement, c'est supérieur à 3,5 tonnes. La question, c'est est-ce qu'un bus fait plus de 3,5 tonnes? Je pense, je ne sais pas, mais j'aurais tendance à dire que oui. Après, j'ai déjà vu des parkings de bus avec des ombrières, mais c'était sûrement pas forcément une contrainte réglementaire. Mais en tout cas, la limite poids lourd, c'est 3,5 tonnes. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit, et si le parking a été cédé à un concessionnaire type Indigo, EFIA, qui a l'obligation et doit investir dans la loi APER, le propriétaire ou l'exploitant? Dans ce cas, qu'en est-il de la DSP mise en place? Alors, l'obligation, elle touche les propriétaires du parking. Donc là, en gros, c'est vous êtes propriétaire et c'est Indigo FIA qui gère le parking. Et ben, c'est vrai que c'est un cas qu'on n'a pas encore rencontré. Donc j'aurais peur de vous dire des bêtises. Si vous voulez, je pense que je prendrai votre adresse mail et je vous répondrai. Et en tout cas, ouais, la loi APER mentionne, implique l'obligation sur le propriétaire. Mais dans des cas de concessionnaire comme ça, faut qu'on s'enseigne. Ensuite, quelqu'un qui nous demande, pour réaliser une étude d'exonération, avez-vous une qualification/certification spécifique pour montrer patte blanche à qui devrait l'instruire? Donc oui, c'est la certification RGE études photovoltaïques. Et du coup, oui, on l'a. Ensuite, s'il y a quelqu'un qui nous demande, y a-t-il des évolutions réglementaires attendues, discussions au Sénat, etc. C'est vrai que c'est un sujet la loi APER a quand même été beaucoup revue, il y a eu beaucoup de changements. Je pense aussi, par exemple, à l'obligation sur les toitures existantes qui est mentionnée dans la loi APER et qui devrait être obligatoire à partir de 2028, où on n'a toujours pas de décret d'application. Donc, en fait, pour l'instant, la loi, elle n'existe pas. Donc voilà, c'est des sujets, entre guillemets, encore très flous et pas abordés par le Sénat ou l'Assemblée. Donc, et pour les parkings, je sais que la loi de simplification avait, du coup, un des guides d'application de la loi APER avait été mis en place avant, et ce guide-là doit être mis à jour en prenant en compte justement cette loi de simplification qui change entre guillemets la donne. Donc voilà, il y a quand même des évolutions, des nouveautés entre guillemets ou un accompagnement plus complété de la part des législateurs, mais des gros changements, je pense pas. En tout cas, il n'y a pas eu on n'a pas entendu parler. Donc ensuite, on a quelqu'un qui nous dit, à qui doit-on déclarer nos exonérations? Vous n'avez pas à les déclarer. Il faut juste on va dire, les donner au moment où vous serez contrôlé par la préfecture. Ensuite, on a quelqu'un qui dit, est-ce que tous les ICPE sont exonérés? Alors ça, je vais vous montrer. Voilà, en fait, il y a deux sujets entre guillemets sur les ICPE. C'est là l'article que je vous montre, c'est l'article où en fait c'est votre
Imaginons que vous avez un bâtiment logistique qui est classé ICPE, des rubriques qui sont mentionnées dans l'article, donc il y a une liste exhaustive de rubriques. Donc là, si vous êtes dans ce cas-là, vous prenez une zone de moins de 10 mètres autour de votre bâtiment et tous les parkings, toute votre surface de parking qui est dans cette zone et à enlever de la surface assujettie. Et il y a aussi le cas où c'est votre parking en lui-même qui est une ICPE, je pense par exemple aux stations essence. Là, vous êtes directement exonéré. Mais pas tous les ICPE sont exonérés. En fait, il y a des catégories de ICPE qui sont, entre guillemets, pas assez dangereuses ou qui n'ont rien à voir avec le risque, qui n'osent pas aggraver par une installation photovoltaïque. Donc voilà, c'est l'article 1 de l'arrêté 4, de l'arrêté du 4 décembre 2024 qui est à prendre en compte. Donc là-dessus, vous aurez le support si jamais vous avez besoin d'en savoir plus. On a quelqu'un qui nous demande sur le photovoltaïque, avez-vous différents produits car ce sujet évolue? C'est vrai que c'est un domaine où il y a vraiment beaucoup d'innovation. Nous, typiquement, pour nos études, on utilise des panneaux bifaciaux pour les parkings, pour utiliser la réflexion du sol. Et on a quelques clients pour lesquels on a regardé un petit peu très succinctement, comme c'est assez nouveau aussi pour nous, la partie stockage. Donc voilà, c'est très nouveau et c'est entre guillemets un petit peu... ça fait ses débuts, mais au vu des tarifs là actuellement, c'est un peu porteur d'avenir le stockage. Donc on a déjà regardé un petit peu, mais voilà, ça restait assez succinct. Et voilà, il faut continuer à s'adapter et à regarder un petit peu ce qui se fait et comment les prendre en compte pour faire vraiment des études de faisabilité réalistes et avec un vrai potentiel énergétique en prenant en compte voilà, toutes les innovations dans ce secteur. On a ensuite quelqu'un qui nous dit « Je pensais qu'il fallait que ce soit un BE RGE pour être exonéré ». Eh bien, c'est bien le cas sur la partie exonération économique. Sur les autres critères d'exonération, vous pouvez en théorie les justifier par vous-même, même si on vous conseille, vu le coût et le temps passé, de passer par nous s'il y a un gros sujet et beaucoup de sites concernés. Mais en théorie, vous pouvez le faire vous-même. Combien coûte une étude d'exonération? Alors, je me permets de répondre, Clément. Oui. Pour la partie schéma directeur solaire, on est d'expérience en tout cas, on est entre 400 et 600 euros par site en fonction de la taille du site et du volume de site à étudier. Et pour la phase suivante d'études d'exonération, on est entre 1000 et 2500 euros par site, pareil en fonction de la taille et du nombre de sites à étudier. Donc globalement, le package global, si je peux dire, il peut aller de 1500 à 3000 euros par site pour une exonération totale à la loi APR. Voilà. Après, les études de faisabilité, là, c'est des études qui sont plus lourdes pour le coup, qui incluent une visite sur site. Et là, on est plus sur du 3-4 000 euros pour l'étude de faisabilité. Donc, c'est aussi dans cette optique-là qu'on a fait un schéma d'accompagnement en plusieurs parties. L'idée, c'était de rationaliser vraiment les coûts d'études qu'injectaient nos clients dans ce type de projet. Parce qu'en fait, pourquoi faire une étude d'exonération à 2 000 euros alors qu'on peut être exonéré pour 400 et surtout, comment le justifier auprès d'un client qu'on a fait une étude, une modélisation économique alors qu'en fait, on pouvait juste dire que le site était classé dans une zone ABF et être exonéré. Donc, il y a plein de cas où en fait, ça paraissait plus cohérent d'avoir une étude en plusieurs phases, d'où la structure de notre accompagnement. Et puis, si vous voulez un devis et si vous êtes intéressé, bien évidemment, pour aller plus loin dans cette discussion, n'hésitez pas, on pourra en discuter pour vous faire une offre. Alors, on a quelqu'un qui réagit, qui dit « Contente d'avoir posé une colle, mon email. » Et voilà, donc ok, on reviendra vers vous pour répondre à la question. Alors, on a quelqu'un qui dit « Attention, ICP, je pense qu'il voulait dire ICPE, n'est pas toujours égal à bâtiment, cela peut se limiter à un équipement uniquement. » Oui, c'est vrai. Mais du coup, souvent, dans les arrêtés préfectoraux qui mentionnent l'ICPE, c'est la zone qui entoure le bâtiment, qui entoure l'équipement. Typiquement, je pense à des zones de charge d'accumulateurs ou des accumulateurs. Voilà, donc en fait, on prend en compte que le bâtiment, ou alors que la zone du bâtiment où il y a
y a l'équipement classé CPE. Ensuite, on a quelqu'un qui dit si le site contient déjà des toitures avec panneaux photovoltaïques en autoconsommation, peut-on utiliser cet argument dans le cadre des exonérations? Non, malheureusement, on ne peut pas décaler l'obligation des parkings sur les toitures. C'était possible avant, mais ça a été changé avec la loi APR. Donc voilà, on ne peut pas changer. Et d'ailleurs, c'était une discussion qui avait été abordée avec Perifem, une fédération d'acteurs du commerce qui avait pas mal traité avec le gouvernement pour justement faire modifier la loi APR. Et une de leurs principales demandes, c'était de déporter l'obligation, de pouvoir déporter l'obligation des ombrières sur le parking aux toitures. Et par ce biais, en fait, être en conformité sur plein de sites parce qu'ils avaient déjà des grandes surfaces de panneaux en toiture sur leur site. Mais ça n'a pas été accepté par le gouvernement et on va dire en guise de lot de consolation, ils ont fait passer la loi UART, la fameuse, qui permet d'installer moins de panneaux photovoltaïques quand couplé à de la végétalisation. Donc, c'est une question qui est beaucoup revenue, qui paraît assez logique, mais malheureusement, ça n'a pas été accepté par le gouvernement. En fait, il faut se dire qu'à la base, les prémices de la loi APR, c'était aussi une obligation d'ombrage sur les parkings par la loi Climat et Résilience de 2021. Et que du coup, en fait, l'obligation d'ombrage doit rester. Vous ne mettez pas dans votre voiture, malheureusement, ça ne fait pas d'ombrage sur votre parking. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas forcément décaler l'installation en toiture. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions maintenant qu'on a à peu près tout terminé? N'hésitez pas, tant qu'on y est, à nous poser vos dernières questions. On peut encore, c'était 2 minutes, et puis ensuite on clôturera ce webinaire. Profitez-en, vous avez toute notre attention. Visiblement, on n'a pas de nouvelles questions. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des sujets à revenir vers nous, pardon, j'en perds mes mots. Ce sera un plaisir de discuter avec chacun d'entre vous individuellement dans des visios, en physique, pour parler de vos projets loi APR ou autres. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, ce sera un plaisir. Et s'il y a des questions complémentaires, envoyez-nous des mails, on pourrait répondre par mail ou par téléphone directement, il n'y a aucun problème. Vous sera aussi envoyé le support de présentation après le webinaire, ainsi qu'une rediffusion pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité du webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à les visionner, à les partager à vos collègues qui pourraient être intéressés par le sujet.